Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux que vous êtes présentes, si nombreux, et votre intérêt de ce soir, c'est très encourageant. En fait, c'est toujours un moment de plaisir lorsque nous avons l'occasion de publier un nouvel atlas. Les atlas comptent parmi les publications de la Fondation Heinrich Böll les plus appréciées, et pas seulement en France. Ils sont très demandés partout et suscitent l'enthousiasme surtout chez les jeunes qui peuvent ainsi aborder des nouveaux thèmes de manière graphique et vivante. Et je me souviens encore de l'été 2022, lorsque nous avons connu d'énormes vagues de chaleur en France et une sécheresse dans d'autres régions en Europe, alors qu'ici en France, toute une série de centrales nucléaires ont dû être arrêtées en raison de manque d'eau, et que les premières communes en France ont dû faire face à une pénurie d'eau potable. À l'époque, nous avons discuté au sein de la Fondation de la nécessité de créer un atlas de l'eau. Nos collègues de Berlin ont accueilli cette idée avec enthousiasme, et même si presque 4 ans semble une longue période, les travaux ont avancé sans relâche après l'atlas de l'eau en Allemagne, puis une version internationale en anglais. Nous avons publié la version italienne il y a quelques semaines en Italie et la version française aujourd'hui. Tout comme pour les atlas consacrés au plastique, la mobilité aux pesticides, cet atlas de l'eau n'est pas une simple traduction. En coopération avec la Fabrique écologique et l'Observatoire Terre-Monde et de nombreux auteurs et autrices, nous avons rédigé des chapitres spécifiques à la France qui viennent compléter la version internationale. Nous nous intéressons ainsi tout particulièrement à la situation des montagnes françaises, au rôle de l'agriculture en France, à l'accès insuffisant de l'eau potable dans les territoires dits l'outre-mer, et particulièrement à la crise de l'eau à Mayotte. Dans ce contexte, 3 faits m'ont particulièrement marqué lors de lecture de l'Atlas, et je voudrais les partager avec vous pour commencer. Selon la Cour des comptes, les ménages de la France hexagonale doivent consacrer 1,4% de leurs revenus de l'approvisionnement en eau potable, contre jusqu'à 25% à Mayotte. En France, 40% des pistes de ski sont déjà alimentées en neige artificielle. Ça représente 25 millions de mètres cubes d'eau par saison, soit 150 millions de baignoires. Et dans le chapitre consacré à la numérisation et l'intelligence artificielle, 20 recherches sur Google nécessitent 10 millilitres d'eau, tandis que répondre à 20 à 50 questions sur ChatGPT nécessite à lui seul un demi-litre. Cet atlas regorge de nombreux détails significatifs comme ça, de ce type, qui permettent de mieux comprendre la crise et les défis liés à l'approvisionnement équitable en eau potable propre et en quantité suffisante à l'échelle mondiale. Cette compilation et ce travail n'auraient pas été possibles sans Mathilde Boitias de la Fabrique écologique et ma chère collègue Sarah Champagne. Je remercie tant la Fabrique écologique et l'Observatoire Terre-Monde d'avoir accepté de nouveau à coopérer pour cet atlas. Derrière tout cela se cache une année entière de travail intense et chronophage. Je tiens également à remercier tous les auteurs et les autrices, sans oublier tous ceux et celles qui ont relu cet atlas de nombreuses fois et veillé au moindre des détails. Enfin, je suis redevable à tous ceux et celles qui ont organisé cette soirée aujourd'hui, les équipes de la Fondation Heinrich Böll, mon équipe, et aussi de l'Atlas de l'eau et la gestion de la Maison des Métallos. Nous allons commencer, après donner la parole à Lucille Schmidt, la soirée avec une courte représentation théâtrale. Il s'agit des extraits des monologues sur le climat de Michael Ruf. Je tiens d'ores et déjà le remercier d'avoir accepté d'être parmi nous, et ainsi que les comédiens et comédiennes pour cette représentation. Je vous souhaite une excellente soirée et je donne la parole à Lucille. Merci. Merci Marc, je vais être très rapide parce que je crois qu'on attend tous surtout de
de voir les choses en comédie ou en drame, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, et on est ravis de collaborer avec la Fondation Heinrich Böll depuis maintenant 3 atlas, l'atlas du plastique, l'atlas des pesticides et l'atlas de l'eau, c'est qu'à chaque fois, il y a une approche commune qui se développe autour de l'idée de montrer qu'il faut argumenter, il faut faire le lien entre la recherche et la politique en écologie, mais ce qui compte, c'est aussi l'engagement factuel autour des chiffres, autour aussi du monde. Ce que je trouve très, très inspirant dans ces atlas, c'est qu'on ne se cantonne pas à la France ou à l'Allemagne et que c'est le monde entier qui est envisagé. Et ça, je pense que c'est essentiel. La question de l'eau est une question universelle. C'est une question qui concerne le Sud comme le Nord. Et dans cet atlas, on trouve tout ce qu'il faut. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on voit bien que la question de l'eau est une question éminemment politique aujourd'hui, en France comme ailleurs, mais d'abord en France, et que c'est un enjeu de combat. C'est un enjeu de combat aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour de l'agriculture productiviste et de la question de la qualité de l'eau. C'est un enjeu de combat autour des pollutions et des enjeux de santé publique. Et c'est un enjeu de combat aussi, je voulais le dire, en ce qui concerne la préservation de la nature. Dans cet atlas, il y a une prise en compte de ces enjeux de biodiversité de manière très explicite. La nature ne parle pas, elle ne fait pas de la politique, mais elle est en train de mourir. Et en ce sens, on lit bien dans cet atlas les enjeux de biodiversité et les questions de santé humaine. Et je pense que c'est un point essentiel. Puis je terminerai en disant que ce qui me semble aussi très fort, c'est les cartes. Il n'y a pas seulement des chiffres, il y a aussi beaucoup d'iconographie. Et à partir de là, on simplifie les choses, mais on a aussi envie de s'impliquer comme citoyen. L'enjeu, c'est une démocratie de l'eau, une gouvernance de l'eau. La France a été, vous savez, exemplaire lorsqu'il s'agissait de mettre en place une gouvernance de l'eau dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, cette gouvernance, elle a besoin d'une certaine manière d'être redynamisée par des engagements différents. Sinon, on ira vers davantage de conflictualité, comme l'a montré la question des méga-bassines. C'est un sujet qui est devant nous. Vous verrez, il y a également un point, je trouve, très, très informé et assez inquiétant sur cet enjeu des méga-bassines. Les sujets sont devant nous parce qu'on pense qu'il y a débat, on pense que les choses sont résolues, on pense que la société a dit ce qu'elle pensait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les choses reviennent et que le conflit revient. Et en ce sens, je pense que cet atlas de l'eau a devant lui, à mon avis, un bel avenir. En soi, ce n'est pas un objet politique, c'est plus un objet, comme tu le disais, de documentation, d'argumentation. Mais je crois qu'il peut être aussi très utile à ce qui nous attend et nous permettra d'argumenter d'une façon forte. Merci. Welcome also from my side. My name is Michael Ruf from the organization Word and Heartbeat. Je m'appelle Michael Ruf, je représente l'organisation Word and Heartbeat et je suis l'auteur et metteur en scène de la pièce de théâtre Les Monologues du climat. Yes, and I'm the writer and director of the theater play The Climate Monologues. Climate change is a very difficult to grasp topic. The Climate Monologues make the attempt to make the climate crisis visible. Le changement climatique est un sujet difficile à saisir et les monologues du climat tentent de rendre visible la crise climatique. For this purpose, I did interviews. These interviews I did mainly with people from the Global South. À cette fin, j'ai réalisé plusieurs entretiens, principalement avec des personnes du Sud global. These interviews took many hours, in some cases even days, and then I only shortened those interviews. Ces entretiens ont pris de nombreuses heures, en fait même plusieurs jours, et ensuite j'ai seulement raccourci les entretiens. And it's important to mention that nothing was added or invented. I only shortened the interviews and I also kept the original wording of the interviewees, word by word theater. Je n'ai rien inventé, et j'ai aussi gardé les formulations originelles des entretiens. C'est du théâtre mot pour mot. It's a very huge network of actors, musicians and singers who are performing the climate monologues. That means it's always regional artists who are doing the performances. Also today it's 2 Parisian actors who are performing. Word and Heartbeat est un réseau immense d'acteurs, de musiciens et de chanteurs. Et ainsi, ce sont toujours des artistes de la région qui font les performances. Comme aujourd'hui, où 2 acteurs et actrices parisiennes vont performer.
So if you want to invite the climate monologues to your city, your context, your event, your school, whatever, with this huge network of artists, we can do this with relatively little effort. Par conséquent, les monologues du climat peuvent facilement être invités chez vous. Et donc, si vous voulez que ces monologues performent dans votre territoire ou dans votre ville, n'hésitez pas à venir parler à Michael après l'événement. But now I'm happy to introduce the two actors of today. This is Angelica and Maxos. Thank you. Je suis heureux de vous présenter les deux acteurs et actrices, donc Maxence et Angelica. Merci. Je vois des choses que je ne voyais pas avant. Plus de tempêtes, plus de catastrophes. Pendant la première moitié de ma vie, je n'ai pas connu de grosses tempêtes. Puis Ayla est arrivée. Je m'appelle Daniel, j'ai 20 ans, je viens du Pakistan. J'étudie à l'université d'Haripur. Notre université a 2 étages. Quand je monte dans la galerie et que je regarde dans le jardin, j'ai l'impression de tomber. Mon vertige empire de jour en jour. Est-ce que j'aurais réussi à faire plus? Je pense que oui. Je m'appelle Jo Ora, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 2 filles et un fils. J'habite à Gaboura, au Bangladesh, sur la côte. Gaboura compte 30 000 habitants. À côté de chez nous commencent les Sundarbans. Les Sundarbans abritent des plantes, des animaux et des oiseaux. On ramasse des crabes, on pêche du poisson. Il n'y a rien de plus beau que le miel des Sundarbans. On l'utilise pour la médecine. Les Sundarbans nous aident en tout point de vue. C'est bien de vous parler. Mais quand je réponds à toutes ces questions, la tension monte. Mon village était à 50 km des glaciers. Quand j'avais 7 ou 8 ans, nous sommes allés en famille pour la première fois voir les glaciers. Des blocs de glace immenses. Toute la montagne est faite de glace. C'est une œuvre d'art magnifique. Dans nos chansons, on dit « Les montagnes touchent le ciel ». On voit la beauté d'un glacier quand on est à côté, à 5 km. On peut ressentir les glaciers. D'abord, on entend le bruit, le crissement de la glace, puis le chant des oiseaux. Ma mère disait toujours des choses drôles et je riais, même si ses cheveux étaient devenus gris. Elle n'avait pas perdu ses dents. Quand j'étais sur ses genoux, elle me chantait et me berçait doucement pour m'endormir. J'ai été élevée avec beaucoup d'amour. Les années passées, nous avions 4, 5 ou 10 mètres de neige en montagne l'hiver. La neige tombe sur le glacier et devient de la glace. En été, ensuite, elle se transforme en eau. Notre village organisait des ateliers sur le glacier. J'ai commencé à y participer quand j'avais à peine 12 ans. Mon mari s'appelle Barek. J'étais ravie quand mon bébé est né. Il était en bonne santé, et moi aussi. Mes enfants s'appellent Jesmin, Charmin et Massoud. Puis, nous avons constaté que les glaciers étaient de plus en plus foncés.
Le sable des montagnes apparaissait sur les glaciers. Et si les glaciers ne fondaient pas au rythme habituel? Quand les glaciers fondent rapidement, l'eau s'accumule dans un lac glaciaire. Et il est impossible de contenir un lac glaciaire. Le lac se déverse. Il libère des millions de litres d'eau, mais aussi des rochers. Il n'y a pas de place pour ce torrent, donc tout le village est menacé. S'il se déverse, tout sera détruit. J'avais peur que mon village soit touché. Nous avons cultivé du riz. L'agriculture est un travail très intense avec beaucoup d'efforts et de grandes dépenses. Si la récolte d'un biga est bonne, cela représente 120 kilos. De quoi tenir 6 mois. Dès qu'il y a des vacances, je rends visite à mes grands-parents. J'ai passé 3 semaines dans mon village natal. Le 25 août 2022, l'eau de la rivière est devenue boueuse. Nous avons conduit ma grand-mère chez mon oncle. Il est plus éloigné de la rivière. Tout le monde est allé dormir. Il était 9h30. Soudain, j'ai entendu ma grand-mère crier. Mon grand-père est sorti de la maison. La maison et le sol tremblaient. Nous avons couru dehors. Le glacier venait de céder. J'ai cru que les flots allaient nous frapper. C'était la panique générale. Mon oncle a porté ma grand-mère. Il n'est pas costaud, mon oncle. Et ma grand-mère est imposante. Ses épaules se sont courbées. La salle de prière en face de chez nous a été touchée. Il y a eu un grand bruit. Ma grand-mère a crié encore plus fort. Par chance, nous venions de quitter la petite route, sinon le courant nous aurait emportés. Les rochers ont fait s'écrouler tous les murs de notre maison. J'ai vu notre maison être emportée par les flots. J'étais en état de choc. Puis mes grands-parents ont disparu. Nous avons tous couru en haut de la colline. Tout le village était là. Quand j'ai vu mes grands-parents, nous avions les larmes aux yeux. Mon grand-père était dans ses pensées. Il n'écoutait personne. Puis j'ai dit, nous sommes sauvés. Nous construirons une nouvelle maison. Mais au fond de moi, je pensais, mes souvenirs d'enfance, tout a disparu. Ma fille et mon fils se souviennent très bien du cyclone Ayla. Ma fille aînée avait 16 ans. Il avait un peu plu pendant 2 jours. Nous sommes allés à notre nouvel étang. Le vent se renforçait progressivement. Le ciel était nuageux. Mon mari a dit « Que se passe-t-il » Puis le frère aîné de mon mari est arrivé et nous a montré. L'eau commençait à déborder le barrage. L'eau venait de la mer. Je me suis dit que nous n'avions aucune chance. L'eau montait. Elle était boueuse et sale. J'ai mis les chèvres sur le petit bateau. Les digues avaient cédé. Quand mon mari est arrivé avec le grand bateau, il y avait presque 1 mètre d'eau. Nous avons attaché le bateau à un arbre. Mon mari a dit « Prenez du bois, du riz et de l'eau sur le bateau. Il va falloir survivre. » Le bateau était emporté par la violence du courant, mais il était attaché. J'ai vu des gens sur les toits.
l'eau plus haute que le toit. Beaucoup de vaches et de chèvres sont mortes. Le toit et les murs de ma maison flottaient à la dérive. J'ai vu beaucoup de corps flotter. J'ai dû les repousser avec un bâton. Ma mère ne sait pas nager! Autour de nous, rien que de l'eau. Puis j'ai vu qu'ils transportaient des corps. Je me suis rapidement dirigée vers eux. Que s'est-il passé? Rien. De quoi parlez-vous? De rien. Mais pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Les grands-parents de mes enfants sont morts, c'est ça? Oui. C'est ça. 12 personnes sont mortes. Elles étaient toutes sur le même bateau. Ma tante, ma belle-sœur, le fils du 3e frère aîné, il avait 3 ans et demi. Et le fils et la fille du plus jeune frère, 4 ans et demi et 2 ans et demi. Ma mère Le lendemain, nous avons pris un bateau. Et nous sommes allés dans la zone inondée. La plupart des vaches avaient disparu. Les champs avaient disparu. Les arbres avaient disparu. Que des rochers et de l'eau. Plus de maisons. Le Premier ministre est venu. Ce vide était comme une société morte. Je n'étais pas bien préparé mentalement. J'écris tous les jours quelque chose dans mon journal. Pendant cette période, j'ai laissé les pages blanches. Une famille a perdu une mère. Une fille. Et 6 enfants. J'ai fait une vidéo du village et je l'ai montrée à ma grand-mère. Elle a dit: dans ce champ, j'ai planté 50 amandiers. Nous avons pris un petit bout de terre pour essayer de faire pousser du riz. Je travaillais dans les champs tous les jours. Préparer les plants, creuser des galeries, désherber, transformer la terre en boue, arroser le sol, le niveler.
tous les plants de riz sont morts. L'eau salée. J'ai besoin de temps pour m'en remettre. Dans mes rêves, je tombe d'une montagne ou d'un pont. Mon vertige empire de jour en jour. C'est devenu une peur qui envahit mon quotidien. Mais je n'abandonne pas facilement. L'histoire de la région a été retracée sur 300 ans. Elle était considérée comme parfaitement sûre. Il n'y avait jamais eu d'inondation. Les organisations qui travaillent sur les inondations ont été choquées. Les crues glaciaires ne font que commencer. Ce n'est que le début. Je vois des choses que je ne voyais pas avant. Combien de fois peut-on tout reconstruire ? Personne ne devrait perdre sa maison. Personne ne devrait perdre un membre de sa famille. Je me donne à 100% maintenant. Notre maison avait été détruite. Celle-ci sera la dernière. Merci pour votre attention. Donc, rebonjour. On va vous présenter vraiment très rapidement, pour rattraper un peu notre retard, un petit panorama général sur la classe. Et puis après, on va passer à la table ronde et ensuite aux questions, aux échanges avec les intervenants. Et après, on aura un pot tous ensemble. Donc cet atlas, là, il y a eu un premier atlas qui est sorti en version allemande et en version anglaise. Et puis nous, on a fait une production française avec des focus sur des sujets qui concernent la France. Vous verrez que cet atlas, il aborde la question de l'eau sous plein de facettes différentes et avec à la fois une vision au niveau planétaire mondial sur l'Europe et la politique européenne, et puis sur des aspects plus français. Donc l'eau, effectivement, c'est un sujet multiforme. Ça va toucher à la fois, vous l'avez vu, la crise climatique et la crise de l'eau sont liées. Vous l'avez vu dans les minutes qui ont précédé. L'ONU a déclaré en janvier 2026, il y a 2-3 mois, qu'on entrait dans une ère de faillite hydrique. C'est-à-dire que si on continue comme ça, on va vraiment droit dans le mur. Et d'autre part, on se rend compte que, en fait, comme pour la crise climatique, ce sont les activités humaines de production, de consommation, etc., qui génèrent d'une part des prélèvements trop importants par rapport aux ressources, et d'autre part des pollutions aussi induites. Des pollutions, effectivement, vous avez là la carte des PFAS en France et dans les pays voisins. Et donc on voit qu'en rouge, c'est contamination connue, en bleu, c'est contamination suspectée, donc on voit que c'est vraiment partout. Et la France a fait, il y a 1 an, une loi, mais comme toujours, c'est très bien d'avoir cette loi, mais maintenant, il faut la mettre en application. Donc, nous allons vous présenter très très rapidement les articles des auteurs qui ont été écrits spécifiquement pour cette version française. Et donc, avant de passer aux nouveaux articles, je vais laisser la parole à Sarah sur aussi quelque chose qu'on ne connaît pas forcément encore sur les usages de l'eau, sur la question justement de l'eau qui est utilisée pour certaines industries, comme par exemple l'industrie numérique. Je vous donne juste 2 exemples de consommation d'eau. Un t-shirt, la fabrication d'un t-shirt en coton, c'est 2700 litres d'eau, ce qui correspond à la consommation d'eau d'une personne pendant 2 ans et demi. Et un smartphone, c'est 12 000 litres d'eau, la fabrication d'un smartphone.
Voilà, merci pour ces quelques chiffres. Et donc, effectivement, dans la version française, on a ajouté 7 articles à la version internationale qui existait déjà en allemand et en anglais pour refléter au mieux le cas français, enfin, les cas français justement, parce que l'eau nous concerne dans beaucoup de secteurs. On a commencé par un article sur la montagne écrit par Fiona Mill, qui est présidente de l'association Mountain Wilderness, voilà, qui explique tous les enjeux autour de la fonte des glaciers et la nécessité de repenser notre modèle économique et de tourisme autour de la montagne, du ski, etc. Et pour vous donner simplement un chiffre, dans les Pyrénées, les 17 glaciers restants, ils auront disparu d'ici 10 ans. Voilà, donc c'est vraiment une fonte qui va très très vite et qu'on observe déjà. Ensuite, on a aussi écrit 2 articles sur les Outre-mer avec l'Observatoire Terre-Monde, avec aussi l'association Sillage et l'association Notre Affaire à tous. Donc, c'est 3 associations qui se sont mises ensemble pour écrire ces 2 articles, à la fois sur les Outre-mer en général et montrer que le droit à l'eau est bafoué dans ces territoires, et plus particulièrement un article sur Mayotte, puisque à Mayotte, la facture d'eau représente 20 à 25% du budget mensuel des ménages. En France hexagonale, c'est 1,89%. Voilà, à Mayotte, 29% des ménages ne sont pas raccordés à l'eau courante, 80% n'ont pas accès à un assainissement suffisant. Et en plus de ça, on a tous entendu parler en 2024 du cyclone Chido, qui n'a fait qu'empirer cette situation, qui est une situation structurelle qui existait déjà. Mais voilà, donc on a vraiment tenu à ce que les Outre-mer aient toute leur place dans notre atlas. Et puis je te laisse la parole peut-être sur les 2 articles sur l'agriculture. Voilà, donc ensuite on a fait un focus, bon, il y a déjà 2 articles dans l'atlas sur les questions agricoles, mais là on a fait un focus sur l'agriculture en France, qui a donné lieu à des conflits d'usage dont on a beaucoup parlé avec les méga-bassines en 2023, mais bon, qui est un problème récurrent. Donc en France, l'agriculture, enfin les agriculteurs vont plus vers l'irrigation parce que le climat s'assèche, mais en fait cette irrigation, enfin même s'il y a des petites surfaces irriguées pour la production de légumes, etc., mais le gros en surface et en volume, c'est du maïs, grain, qui sert à l'alimentation animale, donc à fabriquer des aliments du bétail et qui est exporté. Du coup, ça crée des désaccords d'une partie de la population qui se dit que c'est peut-être pas la priorité quand on est en sécheresse hydrique. Et puis, les méga-bassines, ce sont des retenues qui ont été faites pour stocker de l'eau en prélevant de l'eau dans les nappes phréatiques en hiver et qui servent à l'irrigation en été. Sauf que, d'une part, il y a une partie de cette eau qui s'évapore, ça ne s'infiltre pas dans le sol. Et puis, il y a un conflit d'usage, effectivement, qui est à considérer en période de stress hydrique, de limitation de l'eau. Que faut-il faire? Et on sait qu'il existe des pratiques justement vertueuses qui permettent de retenir l'eau dans le sol. Et c'est le plus important pour que, quand des pluies intenses arrivent, cette eau n'entraîne pas le sol, mais permette de s'infiltrer. Ensuite, on a un 2e article, donc c'est moi qui ai écrit l'article sur les méga-bassines et l'agriculture. On a un 2e article sur l'élevage qui a été écrit par Éline Etienne et qui a travaillé longtemps sur les questions d'élevage. Et donc, on montre qu'un régime actuel, au niveau d'un Européen, un régime moyen actuel, correspond à peu près à une consommation annuelle par personne de 4220 litres d'eau. Si on passait à un régime méditerranéen, c'est-à-dire avec une consommation modérée de viande et beaucoup plus de végétaux, on aurait moins 20% de consommation d'eau globalement, et un régime végétarien passerait à moins 36% globalement par rapport au régime actuel. Et sachant que le problème de l'élevage, c'est 2 choses. Effectivement, la consommation de produits animaux en France utilise beaucoup de terres. Je crois que c'est à peu près 7-8 millions, je ne me rappelle plus, mais enfin une grosse partie, 7-8 millions d'hectares. Et le prélèvement qui correspond à l'élevage, c'est 28% des prélèvements d'eau. Mais le 2e problème, donc, c'est que c'est aussi pour alimenter cet élevage intensif, etc., qui est lié aussi à la production de maïs irrigué, etc., et qui en plus est un élevage qui va générer des pollutions très importantes, pollution au nitrate. Et il faut savoir qu'en France, les collectivités dépensent par an 161 millions d'euros pour dépolluer l'eau et traiter le problème des algues vertes, et que la pollution au nitrate et aux autres composés actifs azotés coûte 320 milliards d'euros par an à l'Union européenne.
Ensuite, on a aussi fait un article sur la gouvernance de l'eau en France, qui a été écrit par Shiraz Morebahi, qui n'a pas pu être là non plus ce soir, et qui donc parle du système très original, dont on pourra parler encore tout à l'heure, de la gouvernance de l'eau en France, avec les agences de l'eau par bassin versant, qui, du coup, avec différentes parties prenantes, qui sont présentes, des collectivités territoriales, l'État, les usagers. Mais c'est un fonctionnement qu'il faut revoir, parce que il y a à peu près moins 14% d'eau disponible entre les années 90-2000 et les années 2007-2010. Donc l'eau disponible diminue, les conflits d'usage augmentent et l'agriculture aussi génère des pollutions par les pesticides. Il y a une carte, je ne sais pas si on l'a vu, là, des prélèvements d'eau dans les... Il me semble qu'elle a été dans le diaporama, une carte des prélèvements d'eau, peut-être elle est juste avant. Voilà, donc ça c'est la contamination des eaux de surface par les pesticides. Donc c'est des prélèvements dans les rivières. Il y a un indice qui s'appelle l'indice des pressions toxiques cumulées. Et quand cet indice dépasse 1, on considère que la pollution aux pesticides est forte. Et donc toutes les zones en orange sont minimum à 40% d'échantillons ou de rivières fortement polluées. En rouge un peu plus foncé, c'est 60 à 80. Et tout à fait au nord de la France, et dans des territoires d'outre-mer, on est à plus de 80%. Donc, pollution PFAS, pollution pesticides, pollution nitrate, ce sont des gros problèmes. Je laisse la parole à Sarah. Ouais, et enfin, pour avoir un article aussi sur des initiatives locales, des initiatives citoyennes, on a voulu parler du mouvement des droits de la nature. Donc c'est un article qui a été écrit par Marine Calmet de l'association Wild Legal. Les mouvements des droits de la nature, c'est un mouvement qui vise à reconnaître la nature comme nouveau sujet de droit et donc que la nature ne soit plus soumise au régime des biens, comme c'est le cas aujourd'hui, afin de mieux la protéger. Et c'est un mouvement qui est mondial. En fait, l'Équateur a été un pays pionnier pour les droits de la nature, puisqu'ils sont constitutionnalisés depuis 2008. Et puis après, il y a eu différents pays, la Bolivie, la Nouvelle-Zélande, la Colombie, l'Espagne. C'est le premier pays en Europe qui a fait en sorte que la mare Ménor, donc une mer, a été le premier milieu naturel sujet de droit en Europe. Et voilà. Et en France, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes un peu partout aussi. Vous avez peut-être entendu parler des droits de Garonne, du Parlement de Loire, il y a eu le procès de la Seine aussi à Paris l'an dernier. Donc voilà, aussi pour montrer que les solutions existent, les initiatives sont nombreuses et il faut les soutenir. Là, c'est un exemple de schéma dans la classe où on montre des initiatives possibles, reméandrer les fleuves, préserver les zones humides, voilà. Des initiatives, on n'a pas que parlé des problèmes, on a parlé des potentielles solutions aussi. Voilà, et on va pouvoir enchaîner du coup sur notre table ronde avec nos 4 intervenants. Alors on en a 3 qui sont là, je crois, pour le moment. Je vous invite peut-être à venir sur scène et puis je vais vous présenter. Venez, donc merci Gabriel d'être venu. Et puis voilà, les autres arrivent, parfait. Merci beaucoup. Alors, l'idée de cette table ronde, c'est qu'elle dure environ 40 minutes avec des interventions donc, de chaque intervenant et puis qu'on se réserve ensuite un vrai temps de questions-réponses et d'échanges avec vous, public, qui êtes venus ce soir et on vous en remercie vraiment. L'idée, c'est que vous n'hésitez pas à poser vos questions et à aussi raconter vos témoignages si vous avez des choses à nous dire. Pour vous, du coup, commencer par vous présenter les intervenants ici présents. Donc, Gabriel Malek, qui est président et cofondateur de Alter Capitae, et qui est chercheur associé au Collège des Bernardins. Alter Capitae, alors peut-être que tu compléteras, mais c'est une structure qui défend le concept de décroissance prospère.
Ça serait peut-être expliquer ce que vous avez derrière ce terme. Et tu es aussi auteur, chroniqueur, doctorant en histoire, donc tu as de nombreuses casquettes, et bien sûr militant écologiste. Et donc on te remercie d'être présent ce soir. Ensuite, Valérie Morard, vous êtes directeur général adjoint de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et donc cette agence, elle met en œuvre les politiques nationales et de l'Union européenne sur l'eau. Elle accompagne des élus, des associations, des collectivités sur la gestion et le financement des services de l'eau. Et donc votre but, c'est aussi bien sûr de préserver cette ressource, de lutter contre la pollution. Et vous pourrez également nous en dire plus si vous le souhaitez. Et enfin, Florence Daumas, vous êtes déléguée générale du Cercle français de l'eau. Vous avez aussi une expérience très variée dans le domaine de l'eau et auprès d'acteurs, actrices très divers. Et donc le Cercle français de l'eau, c'est une association créée en 1990 qui se veut lieu de réflexion entre parlementaires, associations d'élus, acteurs économiques, le milieu de la recherche aussi, pour informer, sensibiliser et mobiliser les citoyens sur l'eau. Voilà, donc merci à vous trois d'être présents avec nous ce soir. On attend également notre quatrième intervenante qui est Antoine Edgull, qui est sénatrice écologiste de Paris et auparavant adjointe au maire de Paris à l'économie sociale et solidaire et puis conseillère de Paris. Elle a travaillé notamment sur le scandale des eaux en bouteille et en particulier de Nestlé Waters, puisqu'elle a été rapportrice de la mission sénatoriale sur ce scandale, sur la vente illégale donc d'eau contaminée par Nestlé et sous l'œil bienveillant de l'État. Donc on attend aussi pour qu'elle puisse nous raconter son expérience et nous donner ses recommandations. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on avait intitulé la table ronde conflit d'usage, comment fournir une eau saine en période à tous, en période de diminution de la ressource. Bon, l'idée, c'est de débattre sur le sujet. Alors, d'abord, je vais interroger Florence Daumas. Vous avez donc une vision nationale des politiques de l'eau, mais également des problématiques liées à l'eau en France. Et donc, au vu de vos diverses expériences, vos contacts avec toutes ces institutions et ces associations qui travaillent sur l'eau, quelles vous semblent aujourd'hui les problématiques vraiment cruciales, prégnantes que vous observez et en même temps les freins pour les résoudre? Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Alors, les enjeux, je vais déjà parler des enjeux d'hier. Je vais essayer d'apporter une petite touche positive quand même, parce que tout n'a pas si mal marché jusque-là. Les enjeux d'hier, c'était surtout tout ce qui était apporter l'eau potable. Donc, c'était des enjeux d'après-guerre. Et le but, c'était vraiment d'apporter de l'eau potable à tous les robinets, de dépolluer les rivières, les eaux souterraines de pollution domestique et industrielle. Et pour ça, justement, la loi de 1964 a créé une démocratie participative en créant les comités de bassin à l'échelle de grands bassins hydrographiques pour mettre autour de la table tous les usagers, l'État, les élus, et justement décider ensemble de quelle politique de l'eau on voulait sur un bassin versant, puisque, comme vous le savez, chaque bassin versant a ses spécificités, et du coup, les politiques de l'eau qu'on y applique ne sont pas les mêmes, en tout cas sont adaptées au bassin. Et cette loi a aussi créé les agences de l'eau, dont Valérie en parlera tout à l'heure, et donc a donné des moyens financiers à cette politique de l'eau par les agences de l'eau. Et jusque-là, je dois dire quand même que dans toutes les analyses qu'on a faites au Cercle français de l'eau, on a montré que ça avait plus ou moins plutôt pas mal marché. C'est-à-dire que plus de 99% des Français ont de l'eau au robinet en continu. Hors Outre-mer, je suis d'accord que je reviens en effet avec une spécificité des Outre-mer qui est très prégnante aujourd'hui, avec un assainissement quand même industriel et domestique qui a fait énormément d'efforts et qui a montré des résultats. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un petit peu le petit cycle. Le petit cycle de l'eau a assez bien marché en France. Ça a permis un développement économique, ça a permis une modernisation du pays qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même en moyenne une qualité de vie bien meilleure que d'autres pays dans le monde.
Aujourd'hui, en effet, il y a une limite, enfin ce système-là arrive à sa limite parce qu'on a les impacts du changement climatique et des activités humaines qui arrivent et qui se font sentir de plus en plus. Donc c'est vrai que tout ce qui a été mis de côté, c'est nous ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire tout ce qui est en fait tout ce qui va concerner l'aménagement du territoire, l'imperméabilisation, l'urbanisme, tout ce qui est agricole en effet. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont assez forts en termes de quantité d'eau, puisqu'on se rend compte que ben oui, l'eau se raréfie, qu'il y a des sécheresses de plus en plus importantes, récurrentes et de plus en plus longues. On a un problème de qualité d'eau aussi, puisque la qualité se dégrade. On trouve, alors c'est vrai qu'on cherche, mais on trouve de nouveaux polluants et du coup on se demande comment les traiter, puisque nos stations d'épuration ne sont pas toutes en tout cas mises en conformité par rapport à ces traitements. Et puis qui dit raréfaction de l'eau dit forcément que les pollutions se concentrent. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des enjeux de fermeture de captage d'eau qui sont assez importants. Et puis, il y a les enjeux liés à tout ce qui est risque. Donc, les inondations, les sécheresses, je vous en parlais. Et les inondations, c'est vraiment un enjeu, en fait, d'urbanisation, d'aménagement. Comment on veut aménager nos territoires, comment on veut habiter nos territoires pour faire en sorte que l'eau continue à s'infiltrer, que l'eau continue à couler sans justement faire de dégâts quand il y a trop d'eau. Et le changement climatique ne nous aide pas évidemment, puisqu'il accentue les phénomènes extrêmes. Donc notre enjeu aujourd'hui, j'ai envie de dire que évidemment il est technique, avec des enjeux sanitaires, avec des enjeux d'aménagement, avec des enjeux d'habitabilité de nos territoires, évidemment. Mais au Cercle français de l'eau, on parle beaucoup de gouvernance et de financement. L'enjeu, il est aussi financier, c'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir plein d'idées et de solutions techniques, il va falloir les payer, il va falloir les financer. Comment on s'organise? Donc déjà, qui paye? Comment on collecte cet argent? Comment on le dépense? Comment on l'investit? Et au niveau gouvernance, comment on s'organise? Et c'est-à-dire, et je finirai par là, c'est de dire qu'on est dans une période aujourd'hui d'énormément d'incertitudes, de repli sur soi. Les gens ne savent pas trop où ils veulent, donc ils se replient sur soi et ils veulent justement dégager déjà leur intérêt propre par rapport à l'intérêt collectif. Et c'est plus réapprendre à se parler. Donc c'est, quand je vous disais comment on s'organise, c'est quelle gouvernance on met en place, comment on arrive à se reparler, parce qu'aujourd'hui on ne se parle plus, on ne sait plus se parler, on ne sait plus s'écouter, on ne sait plus arriver à faire du compromis. Et aujourd'hui c'est vraiment d'arriver à trouver des gouvernances efficaces, avec justement des financements, des solutions qui, même si jamais ils ne plaisent pas à tout le monde, font consensus. Et c'est d'arriver justement à mettre l'eau sur un sujet vraiment au niveau politique. Et oui, en effet, on le dit, il va falloir du courage, il va falloir de la vision politique pour mener à bien, en tout cas, répondre à ces enjeux que je vous ai décrits. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'effectivement, ces politiques demandent des financements et en même temps, on sait que le coût de l'inaction, il est encore plus élevé. Il y avait un chiffre qui m'avait frappé dans la classe sur la directive cadre européenne de l'eau. Il a été dit qu'il faudrait 89 milliards d'euros pour financer cette politique sur quelques années. Mais par contre, le coût de l'inaction, c'est 138 milliards d'euros par an de dépollution, c'est 9 milliards pour les sécheresses, 7 milliards pour les... Enfin voilà, donc oui, ça coûte de l'argent, mais en même temps, on n'a pas tellement le choix. Et effectivement, je trouve que dans cette période actuelle où il y a une telle polarisation, c'est très important de se parler. Donc du coup, je vais continuer avec Valérie, qui est donc vraiment sur le terrain, puisque l'agence de l'eau est sur le terrain pour coordonner les acteurs et mettre en place cette politique de l'eau. Donc au niveau du coup de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, je vais vous poser un peu la même question. Du coup, quelles sont les problématiques vraiment les plus saillantes? Bon, je sais qu'il y a eu récemment des conflits avec les agriculteurs, etc. Donc, comment évolue la situation et qu'est-ce qui vous semble le plus prioritaire pour avancer par rapport à ces questions-là? Oui, bonsoir et merci de l'invitation. Juste peut-être pour rebondir sur ce que venait de dire Florence Domas, les agences de l'eau, lorsqu'on cumule leur budget d'intervention, c'est 2,4, 2,5 milliards d'euros par an.
les besoins, enfin en tout cas les flux financiers autour de l'eau, c'est à peu près 10 fois plus. Et puis lorsqu'on va s'intéresser à ce qu'on ne finance pas, les coûts cachés, etc., on va encore doubler. Donc finalement, les agences de l'eau, c'est beaucoup, et c'est relativement peu, 5-6% du montant financier qu'il faudrait consacrer à l'eau. Donc très souvent, les agences de l'eau deviennent un guichet obligé à aller voir les agences de l'eau. Est-ce qu'elles ont de l'argent? Ouais, mais voilà. Oui, mais quelque part, lorsqu'on se dit, oui, mais 1 euro sur 20, c'est les agences de l'eau, c'est pas grand-chose. Donc nous, on a ce sentiment d'être un peu les ferments des projets, d'être ces bras de levier pour essayer de mettre en œuvre quelques-unes des solutions là, qui sont à l'écran. Alors j'avais prévu peut-être de dire quelque chose, mais il se trouve que l'actualité d'aujourd'hui me donne de quoi faire un récit. On aime bien les récits, puis j'ai été inspiré par la première partie de cette soirée. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Et évidemment, ça crée de l'inquiétude. Ça crée de l'inquiétude sur ceux qui vivent de l'eau. Il y a un agriculteur bien connu au premier rang qui en parle beaucoup mieux que moi. Et effectivement, les agriculteurs sont inquiets. Et ils sont venus manifester ce matin, 150 agriculteurs devant l'agence de l'eau. Pourquoi l'agence de l'eau? Parce que nous hébergions une réunion du comité de bassin. Le comité de bassin, c'est le Parlement de l'eau. On aimerait bien qu'il le soit réellement. Et qui discute d'un document de planification, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Alors désolé, SDAGE, on aime bien les acronymes dans l'eau, et puis j'ai essayé de... Il y en a un qui s'amuse beaucoup avec ça, si vous n'avez pas lu à quoi, lisez-le, vous allez bien vous amuser. Et SDAGE, c'est ce document de planification qui va permettre de fixer des règles. Et là, on retrouve ça dans votre rapport, c'est que... pour fixer des règles, ou en tout cas une ligne de conduite, il faut qu'on ait un diagnostic. Alors ce diagnostic, on a travaillé avec les territoires pour faire une stratégie d'adaptation et d'atténuation à un climat à 2050. On a travaillé, par exemple, sur le bassin Loire-Bretagne, la population ne va pas se répartir de la même manière. Il va y avoir plus de gens qui vont habiter à l'ouest avec des capacités de fourniture d'eau qui ne seront peut-être pas au rendez-vous. Comment va-t-on faire pour alimenter en eau tous ceux qui veulent aller sur le littoral? Et puis, les besoins en eau de l'agriculture, etc. On a fait un état des lieux qui n'est pas brillant, puisqu'on a perdu 2 points par rapport au précédent état des lieux. On n'atteindra pas, scoop, on n'atteindra pas les objectifs de la directive cadre sur l'eau l'année prochaine. Donc oui, on a perdu la bataille. Est-ce qu'on l'a perdu définitivement? Parce que finalement, on nous dit, bon, maintenant, il faut peut-être changer le thermomètre. Bon, donc voilà, ce diagnostic, on l'a fait. Et puis là, on est dans une phase de discussion, comment on va essayer de se fixer des lignes de conduite. Et là, les agriculteurs sont venus nous dire, nous, on n'est pas d'accord avec votre document, c'est inacceptable. Et notamment, j'illustre ça, il y a un mot qu'ils ne veulent pas entendre et qui est très présent dans ce document, sobriété. Sobriété, aïe, j'ai mal à mon oreille, et derrière, oui. Et donc, on pourrait se dire, sobriété, oui, non, mais ils n'ont rien compris. Après, je crois qu'il faut se mettre aussi à la place de celui qui reçoit. Pourquoi ils n'entendent pas ce mot sobriété, ou en tout cas, ils ne l'entendent pas de la manière dont on a essayé de l'écrire et de l'exprimer. Et je crois que ça nous interroge. Ce qui veut bien dire quand même qu'autour de l'eau, il n'y a pas que des notions techniques. Il faut travailler, et c'était le cas de cette discussion aujourd'hui, sur la dimension socio-culturelle. Et on a inscrit dans le document qu'il y avait un prisme patrimonial, socio-culturel. Est-ce qu'on ajoute aussi artistique et j'allais dire, et également spirituel? On s'est posé cette question. Et je suis content qu'il y ait un article qui ne soit pas que de la technique, qui travaille sur le droit. Nous, on a une initiative Parlement de Loire, ils enlèvent l'article pour dire c'est une personne. Donc voilà, c'est pas que du gadget, parce que si on ne se rend pas compte que moi, très naïvement, quand je suis arrivé à l'agence de l'eau, j'avais ma belle carte avec les fleuves, etc. Et j'avais l'impression que les fleuves, c'est ce qui reliait les populations.
j'avais l'impression que j'étais au cœur de l'écologie, cette science qui établit les relations entre les êtres vivants. Je me dis là, l'eau, je suis en plein cœur. Ben oui, quand on parle d'une eau qui divise, ça interroge. Donc tant qu'on ne retrouvera pas les moyens d'avoir un dialogue commun, et nous on pense résolument que c'est au sein du comité de bassin qu'on peut y arriver, ben, on ne pourra pas reconstruire, retisser les voies nécessaires. Et puis le troisième volet, donc le diagnostic, la discussion ou le dialogue, quand il doit, et il faut jamais rejeter celui qui dit qu'il ne comprend pas. Il faut trouver les ponts et les passerelles qui nous permettent de travailler ensemble. Parce que les agriculteurs posent effectivement quelques questions, mais on ne travaillera pas sans les solutions. Je ne vais pas reprendre sur l'élevage, mais sans élevage, il y a beaucoup de zones qu'on aura du mal à entretenir. Alors pas n'importe quel élevage, on est d'accord. Et puis les solutions, on va discuter des mesures. Et là, l'agence de l'eau essaye d'être aux côtés des transitions. Je ne vais pas engager un débat sur les méga-bassines. Nous assumons, nous, agence de l'eau, nous sommes au cœur de ce cyclone qui a été Sainte-Soline, puisqu'elles sont financées en partie avec les financements de l'agence de l'eau. Mais nous ne finançons pas les méga-bassines. Nous finançons des projets de territoire. Et ce projet de territoire, on l'a défendu sincèrement parce qu'on pensait que c'était un projet de transition. Si la transition n'est pas au rendez-vous, on retire les billes. L'agriculteur, il nous dit, la marche, elle est trop haute à franchir. Moi, pour pouvoir changer de modèle, j'ai besoin d'une étape. S'il s'agit simplement de mettre un jeton dans la machine pour pouvoir gérer de la même manière plus longtemps, personne n'est d'accord. Donc voilà. Et donc, l'agence de l'eau, elle intervient pour que demain, on puisse avoir une eau et une gestion durable. Et cette priorisation, elle se fait nécessairement parce que, comme je vous l'ai redit et je reboucle, nous n'avons pas la solution financière à tout, donc on est obligé de prioriser. Et quand on priorise, on va regarder la durabilité de nos financements. Merci Valérie Maurat. Gabriel Malek, peut-être pour rebondir justement sur les deux prises de parole et puis sur à la fois l'aspect socio-culturel évoqué par M. Maurat de l'eau et aussi la question des conflits d'usage, de l'égalité d'accès à l'eau. Comment ça résonne avec vos engagements à Alter Capitae? Vous parlez de décroissance justement prospère. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est articulable avec le concept de sobriété? Voilà, je te laisse la parole. Qu'est-ce que ça t'inspire Merci. Oui, ça fait beaucoup. Mais en tout cas, je suis d'accord sur le fait que c'est plutôt une question politique que technique. Et je pense qu'il faut de la planification publique, ça c'est sûr. La question de l'eau, moi, ça me fait penser à un voyage que j'avais fait, c'était en 2017, j'étais en Iran pour mes études. Et il y a un lac là-bas qui s'appelle le lac d'Oromiyeh, c'est-à-dire cité de l'eau, et qui a perdu en fait 90% de son eau en très peu de temps. Notamment en raison de détournements, de puits illégaux, de l'équivalent des méga-bassines, du dérèglement climatique. Et je peux vous dire que c'est extrêmement, extrêmement violent et qu'en fait, dans la région en Iran, chaque été, il y a des soulèvements, etc., de gens qui habitent dans le coin parce qu'ils n'ont plus accès à l'eau. Et là, on rentre dans le truc socioculturel. Ils n'ont plus accès à l'eau, donc ils ne peuvent plus pratiquer l'agriculture qu'ils font depuis des décennies, des centaines d'années. Et il y a aussi en Iran un rapport au jardin, à l'eau, qui est justement spirituel, socioculturel. Et on voit, et moi, ce que je trouve intéressant avec la question de l'eau, c'est à quel point c'est quelque chose de très politique parce que c'est très territorial. Ça veut dire, il y a 9 lignes planétaires, comme vous le savez. Celle du climat, c'est vrai que c'est complexe d'en parler parfois parce que le carbone peut paraître abstrait pour les gens, etc. Là où l'eau, c'est quand même très, pour le coup, c'est très ancré dans les territoires. Donc ça me paraît intéressant. Ensuite, par rapport à la décroissance, donc en gros, moi je suis dans une asso qui s'appelle Alter Capitae, qui explique qu'en fait, la croissance du PIB n'est pas compatible avec une baisse des impacts environnementaux sur la ligne planétaire. Bon, ça, c'est un fait. Il faut savoir que l'économie, elle met quasiment toute son énergie, le peu d'énergie qu'elle met sur l'écologie, elle le met sur la limite climat. Et il faut savoir que sur le climat, on n'a jamais vu au niveau global une hausse du PIB et une baisse des gaz à effet de serre. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. On a 7 lignes planétaires sur notre dépassé, donc les décroissants, pour moi, sont tout à fait pragmatiques, là où les néolibéraux, les économistes qui parlent de croissance verte dans une fable complète. Et donc les décroissants se demandent, bon, ok, très bien, donc on ne pourra pas continuer à accroître, en tout cas dans les pays riches, autant,
Donc se pose en effet la question de l'articulation, de l'arbitrage, de qu'est-ce qu'on fait des ressources qui restent. Et là justement, pour moi le gros conflit, et c'est là où il y a une question avec les agriculteurs, c'est sur la question de qu'est-ce qu'on met en premier. Et il faut savoir qu'on est dans un système de croissance aujourd'hui capitaliste qui va privilégier en fait la rentabilité financière à absolument tout le reste. Et c'est ce qu'on a vu par exemple pour moi dans le cas des méga-bassines. C'est-à-dire que les méga-bassines, en fait, tout est dans ce sujet quasiment. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un modèle agricole qui est plutôt à bout de souffle face au dérèglement climatique et qui a besoin du coup de mettre plus d'eau pour garder, si vous voulez, la même manière de fonctionner, c'est-à-dire faire du maïs pour nourrir les bovins, etc. Bon, ça, écologiquement, il faut savoir que c'est assez terrible pour les sols. Et du coup, la méga-bassine, c'est quelque chose qui permettra quelques années de plus de conserver ce modèle-là, mais qui est absolument pas durable, comme je l'ai démontré avec la question iranienne, pour les sols, etc. Et qui, en plus de ça avait été montré par beaucoup d'ONG à l'époque, concentre, en fait, ça c'est le vrai problème, concentre le choix d'utiliser l'eau dans les mains de quelques agriculteurs qui ont les plus grandes propriétés. Et ça, c'est un énorme problème, parce qu'on a la privatisation de l'eau qui devrait être un bien commun, en fait, complètement. Et donc, pour moi, la réponse à ça, sur la question de l'eau et à beaucoup de questions écologiques, c'est de passer d'un système capitaliste, privé, qui cherche de la rentabilité à tout prix, à un système de commun. Et dans le cas, par exemple, des méga-bassines, je tiens à dire quand même que ce qu'ont fait les soulèvements a été extrêmement utile, parce que, en fait, donc, les soulèvements de la Terre ont fait cette manifestation-là. Et en fait, ça a permis de mettre de la lumière sur ce qui se passait là-bas. Et le Conseil d'État s'est ensuite saisi de l'affaire, donc la plus haute juridiction administrative du pays, et a vu que l'enquête environnementale avait été quelque peu mal faite. Et d'ailleurs, plusieurs chantiers ont été annulés, dont celui de Sainte-Soline. Et c'est vrai que ce qui pose question là, et je ne remets pas du tout en cause des agences de l'eau, je pense que c'est plutôt au niveau du gouvernement qui est néolibéral, mais ça pose la question en effet du lien entre politique et privé. Et quand on voit qu'il y a un appui politique de ces quelques agriculteurs, ça pose un énorme souci. Donc la sénatrice aurait pu en parler beaucoup mieux que moi sur la question de Nestlé, mais c'est pareil. Sur la question de Nestlé, on a vu quand même une multinationale qui utilisait des traitements chimiques interdits et qui a demandé une dérogation. Ah bah voilà, vous serez là, je vous laisse celle sur Nestlé. Mais je trouve ça extrêmement représentatif de ce lien-là. Et voilà, du coup, pour moi, pour terminer sur la question de l'agriculture, il faudra aller plutôt vers des modèles type la sécurité sociale de l'alimentation, qui sont des modèles beaucoup plus intéressants, où on sort finalement d'un rapport où l'agriculteur est un entrepreneur global qui doit vendre son blé à l'international, mais l'agriculteur est plutôt quelqu'un qui doit essayer de nourrir les gens du proche territoire, tout en étant beaucoup plus consciencieux d'un point de vue environnemental. Et voilà, et c'est dire qu'en fait, l'accès à l'eau, comme l'accès à une alimentation saine, pour moi, est un droit politique comme l'accès à la santé et ne doit absolument pas rentrer dans des logiques capitalistes. Donc pour moi, c'est vraiment le souci global à régler. Voilà, et je pense que vous faites énormément d'efforts, etc. Mais je pense que c'est vraiment à ce niveau que ça pose souci. Et c'est vrai que ce qui m'interroge, mais vous en parlerez beaucoup mieux, mais c'est comment des politiques et des gouvernements peuvent autant appuyer quelques intérêts privés au détriment évident de l'intérêt général et des écosystèmes. Merci beaucoup, Gabriel. Et ça fait effectivement la parfaite transition avec Antoine Ledgul. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous ai déjà présenté, donc vous êtes sénatrice écologiste de Paris. Et donc, on vous a invité justement pour parler de cette question de la privatisation de l'eau et en particulier du scandale Nestlé, du scandale des eaux en bouteille, donc contaminées et dont la contamination a été masquée pour que ces eaux continuent d'être vendues sous l'œil bienveillant de l'État. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être tranquillement, je vais vous installer quand même, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et puis quel a été votre rôle dans cette affaire de commission d'enquête, etc. Et puis, si vous avez aussi des recommandations en fait, politiques que mettre en place pour éviter que des scandales comme celui-ci se reproduisent. Merci beaucoup encore. Bon, merci. Alors tout d'abord, je m'excuse pour ce retard, mais en réalité, j'avais pas trop le choix puisque nous étions appelés à voter dans l'hémicycle et donc il a fallu attendre la fin du vote et je suis arrivée aussi vite que j'ai pu, mais je savais bien que ça aurait déjà commencé. Donc je m'excuse pour les autres intervenants que j'aurais bien écoutés avec plaisir. Je salue dans la salle celles et ceux que je connais. Il y en a quelques-uns là, je vois entre les élus nationaux, les élus locaux. Donc bonjour à vous. Et puis quelques journalistes, écrivains également qui se sont perdus dans cette salle aussi. Alors moi, j'ai travaillé pendant longtemps en fait sur l'affaire Nestlé, puisque quand j'ai été élue sénatrice, quelques mois après avoir été élue sénatrice, je vois dans la presse un article qui me scandalise,
et qui est donc un article travaillé par la cellule d'enquête de Radio France et du Monde. On parle aujourd'hui de médias publics, donc c'est en tout cas la cellule d'enquête Radio France a mené une enquête pendant de nombreux mois pour sortir cette information qui est que l'eau qui serait vendue sous les marques Perrier, Vittel, Contrex et Épar serait de l'eau polluée. Et donc quand je vois ça, je me dis c'est pas possible, ça doit signifier que toutes nos nappes phréatiques sont polluées. Ça a été ma première réaction a été de dire voilà, ça y est, on a réussi à polluer toutes les nappes phréatiques et on se rend compte maintenant que toute l'eau qu'on boit et qu'on a est polluée. Et donc c'est comme ça que je démarre et que je demande une mission d'information à la présidente de la commission où je siège, qui me la donne et qui dit ok, c'est normal, vous êtes écologiste, vous voulez travailler sur la qualité de l'eau, on comprend ça. Et donc, je commence à travailler là-dessus. Et là, je me rends compte, en faisant un certain nombre d'auditions de gens très calés sur la question de l'eau et de nos sous-sols, qu'en réalité, non, on a une grande partie, et heureusement, de l'eau en sous-sol, qui est de l'eau de bonne qualité, voire de très bonne qualité, et qui dispose de ce qu'on appelle la pureté originelle de l'eau, c'est-à-dire d'avoir à la fois une eau qui est naturellement pure. Naturellement pure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas polluée et qu'elle peut être bue sans aucun traitement. Et quand vous avez cette appellation d'eau minérale naturelle sur une bouteille, ça veut dire ça, ça veut dire que l'eau est simplement extraite de nos sous-sols sans qu'il n'y ait aucun traitement chimique. C'est pour ça qu'elle est appelée eau minérale naturelle. Et moi qui suis issue d'une famille pas très aisée, je sais, j'ai vu mes parents faire beaucoup d'efforts pour pouvoir acheter de l'eau en bouteille, pour pouvoir acheter de l'eau en bouteille en se disant on n'est pas trop sûr de ce qu'est l'eau du robinet, au moins là, bon, ça coûte cher, mais c'est pas grave, on est sûr de ce qu'on donne à boire à nos enfants. Et ayant vu ça, je me suis dit, mais il y a plein de gens qui font ça, qui commencent par remplir leur caddie de bouteilles d'eau, et même s'ils ne peuvent pas le remplir d'autres choses, au moins ils auront de l'eau et ils boiront de l'eau qu'ils estiment eux pure. Et donc je me suis dit, mais si on trompe en fait les habitants sur cet aliment, j'allais dire basique et vital, mais ce n'est pas possible. Donc, il va falloir mener l'enquête. Et c'est comme ça que je commence à mener cette enquête et à interroger. Alors, moi, j'ai interrogé toute forme, j'allais dire tous les acteurs de l'eau possibles, inimaginables de l'eau, tous les minéraliers, toutes celles et ceux qui travaillent sur les contrôles sur l'eau, etc., pour me rendre compte en réalité qu'il ne s'agissait pas de toutes les nappes phréatiques, qu'il ne s'agissait pas de tous les minéraliers, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qu'effectivement certains minéraliers ont des attitudes qui sont très très peu respectueuses de l'environnement dont ils profitent. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on leur donne accès gratuitement à une ressource qui est une ressource précieuse, parce qu'aller puiser dans une eau qui peut être à 500, à 1000 mètres de profondeur, eh bien, c'est une ressource qui est précieuse. Et d'autant plus précieuse qu'on sait qu'elle va être rare. Et je connais le combat de Benoît sur les questions d'eau en agriculture. Donc, on sait que ça va être une ressource qui est rare. Et donc, se dire que des entreprises qu'on autorise ou qui s'autorisent, qu'elles s'autorisent, parce qu'en fait, en réalité, ces entreprises s'autorisent elles-mêmes à faire les forages, puisqu'on s'est rendu compte au cours de la mission qu'un grand nombre d'exploitation et de forage n'était pas du tout validée par les autorités et qu'elles n'avaient pas les décrets pour pouvoir utiliser les sous-sols qu'elles utilisaient. Donc déjà, c'est pour ça que je dis qu'elles s'autorisent. Et il faut dire ce qui est, les préfectures ferment un peu les yeux en se disant, bon, voilà, ça arrive. On l'a vu à Vittel. Vittel, il y a eu un procès, et le procès, il n'a pas tellement porté sur la fraude à la qualité de l'eau, il a porté en fait sur des forages qui étaient des forages sans autorisation d'exploitation. Donc là, vous voyez, on déplace un peu les curseurs à chaque fois, c'est-à-dire que ces entreprises, ou en tout cas cette entreprise, je peux parler pour elle, elle fraude un peu sur tous les sujets. Elle fraude sur le fait d'utiliser des ressources pour lesquelles elle n'a pas l'autorisation. Elle fraude sur la qualité la qualité de l'eau qu'elle prétend vendre, puisqu'en fait, ce qui était très clair, c'est que l'eau qui était vendue sous l'appellation eau minérale naturelle, en fait, était de l'eau qui était traitée au même titre que votre eau du robinet. Au même titre que votre eau du robinet, c'est-à-dire qu'on vous vendait à prix d'or
la même qualité que l'eau que vous avez dans votre eau du robinet. Et ça, c'est valable. Alors, je vais vous donner les marques quand même, puisque tant qu'à faire, autant donner les marques. Donc ça, c'est valable pour Perrier, c'est valable pour Vittel, c'est valable pour Contrex, c'est valable pour Épar. Voilà les marques qui sont concernées. Ce sont des marques de Nestlé Waters, et toutes les 4 avaient cette même composition, c'est-à-dire elles étaient, alors un des problèmes c'est qu'il y avait des matières fécales, qu'il y avait une identification de matières fécales dans ces eaux qui normalement étaient censées être pures, et donc moi ma question a toujours été, mais comment il est possible qu'il y ait des bactéries de matière fécale dans une eau qui est à plus de 500 mètres de profondeur, qui a traversé la roche, qui a mis des dizaines voire des centaines d'années à faire ce trajet, comment est-ce possible? Alors j'ai eu l'information, c'est parce qu'en fait, ces minéraliers vont aller puiser tellement fort dans les nappes phréatiques, et ça a été le cas notamment pour Épar, qu'en réalité, ils modifient le chemin de l'eau depuis... Alors, je m'excuse s'il y a des spécialistes ici qui doivent se dire que je vulgarise beaucoup, mais comme moi, je ne suis pas une spécialiste au départ et que je ne suis pas scientifique, je le dis à ma manière. Si ce n'est pas tout à fait exact, je vous laisserai contrôler, mais je vous laisserai me corriger. Mais donc, ils font une telle exploitation des nappes phréatiques qu'ils modifient la pression et qu'ils conduisent des eaux de surface à arriver très vite dans la nappe phréatique. C'est-à-dire qu'ils modifient le chemin naturel de l'eau. Et une fois que ce chemin est modifié, il est modifié pour toujours. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est plus possible, la poche dans laquelle ils prennent de l'eau recevra toujours ces chemins directs qui viennent de la surface. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec de l'eau qui, à l'émergence, contenait des bactéries d'origine fécale, ce qui est quand même fou pour de l'eau minérale naturelle. Et donc ça venait d'une autre pratique qui est absolument scandaleuse, qui est la surexploitation des nappes. Et cette surexploitation des nappes conduit elle-même en fait, à une qualité qui est une qualité dégradée. Et donc voilà, et c'est ça l'affaire Nestlé, en fait. Alors ça, c'est l'affaire Nestlé à l'origine. Et puis après, l'affaire Nestlé Waters, c'est comment est-ce qu'on fait pour cacher tout ça? Parce qu'il ne faut pas que le grand public soit informé. Donc pour que le grand public ne soit pas informé, c'est quand même bien déjà que les contrôles sanitaires, il y a beaucoup de contrôles qui sont des autocontrôles, ça il faut le savoir, et on va de plus en plus vers le fait de dire aux entreprises, faites vous-même les autocontrôles, nous on va les mettre en marché à partir de vos contrôles. Et en fait ça c'est bien sûr ce qu'il ne faut pas faire, il faut continuer à préserver des contrôles qui sont des contrôles d'État, qui sont des contrôles indépendants, qui sont faits par des laboratoires indépendants, parce que sinon on a des dossiers de 5000 pages qui nous expliquent combien les contrôles sont absolument précis. Et après, on prend 3 hydrogéologues qui, en l'espace de quelques mois, nous expliquent que sur les 9 puits qui étaient exploités sur la marque Perrier, 7 ont été déclassés après les études et les enquêtes que nous avons faites. 7 ont été déclassés et ont perdu le titre d'eau minérale naturelle. Donc aujourd'hui, quand vous avez de l'eau de Perrier, ce sont les 2 puits restants qui sont les 2 puits originaux. Et donc je pense qu'effectivement, peut-être ceux-là n'ont pas été atteints par ces pratiques et ces pollutions. Mais il n'en reste plus que 2. Donc c'est quand même pour dire que cette action parlementaire qui a été faite au Sénat, qui a été initiée vraiment par un article de presse où je me disais, ça y est, on n'a plus d'eau pure en France, eh bien, ça a fini, après une mission d'information, une commission d'enquête, par dire, le préfet a dit, mais on transforme 7 des puits en eau ayant subi des traitements. Pardon, je vais retrouver le terme, excusez-moi. Et donc, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. C'est pour ça que je veux quand même qu'on sache qu'il s'est passé quelque chose, que Nestlé Waters n'est pas très heureux en fait de ce qui a été fait et du travail qui a été fait, parce que ça a vraiment conduit à une diminution du volume d'eau qui pouvait porter cette dénomination d'eau minérale naturelle. Le pire aurait été qu'il la perde complètement,
parce que s'il la perdait complètement, y compris toute cette eau, parce que c'est un scandale, hein, quand vous commencez à regarder l'eau minérale et l'eau en bouteille, c'est un scandale. Hein, quand vous voyez tout ce qui part à l'étranger, aux États-Unis et en Asie, c'est quand même, il faut qu'on se questionne, et qu'on se questionne sur le plastique, mais aussi sur le transfert d'une ressource qui est une ressource qui va être une ressource rare. Et est-ce qu'il est vraiment très très utile de mettre de l'eau en bouteille ici, n'importe où en France, pour pouvoir l'exporter aux États-Unis, parce que nous avons un peu ce prestige d'une eau de très grande qualité. Et si nous avons ce prestige d'une eau de très grande qualité, eh bien c'est tant mieux, gardons-la et faisons-en des choses intéressantes, parce que les usages de l'eau, c'est aussi un vrai sujet politique dont peut-être que vous en avez parlé, donc je ne vais pas aller là-dessus. Mais aujourd'hui, quand on nous parle de souveraineté numérique, de souveraineté agricole, ben moi je veux bien, mais à chaque fois qu'il y a le mot souveraineté, de souveraineté énergétique, à chaque fois qu'on met le mot souveraineté, derrière ça veut dire de la ressource en eau. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait de cette ressource. Est-ce qu'on en fait effectivement de l'eau minérale naturelle qui va aller être exportée un peu partout dans le monde, ou est-ce qu'on se dit, eh bien cette ressource, elle mérite d'être, en tout cas elle mérite au moins d'être débattue démocratiquement. Ça c'est le minimum qu'on puisse exiger, qu'on puisse nous choisir de ce qu'on décidera de faire pour notre génération, au moins, ou pour nos générations, de l'eau qui est contenue dans nos sous-sols, et qu'on puisse faire des choix qui soient des choix éclairés. Et je termine, je ne sais même pas combien de temps j'avais, mais je vais terminer sur un dernier point qui est la question du plastique, parce qu'elle n'est pas tout à fait neutre dans l'affaire Nestlé Waters. Non seulement, on y va, hein, non seulement c'était de l'eau polluée qu'on mettait, c'était de l'eau polluée et traitée. J'ose espérer, même si je vous avoue qu'avec les études et la connaissance que j'ai maintenant du dossier, je peux dire, et je sais que Nestlé Waters n'aime pas du tout que je le dise, mais je peux dire de manière certaine que pendant au moins un an, il n'y a pas eu d'analyse virologique faite par d'autres structures que Nestlé Waters sur une eau dont on savait qu'à l'origine, ça n'était pas une eau qui était pure. Et ça me laisse quand même penser que nous avons pris le risque d'avoir un problème sanitaire. Nous avons pris ce risque-là, peut-être qu'il ne s'est pas avéré, même si je ne sais pas, moi, combien de médecins vous disent, quand vous dites « oh là, j'ai mal au ventre, je ne me sens pas bien », combien de médecins vous disent « ah bon, et quelle eau avez-vous bu aujourd'hui ?» Non, on vous demande ce que vous avez mangé, etc. On ne va pas vous demander quelle eau vous avez bu. Donc il y a pu y avoir des problèmes sanitaires liés à ça, qui n'ont pas été identifiés. Je tiens à le dire, ça a duré un an, le temps pendant lequel je sais de manière certaine que sur Vergès, sur Perrier, ce n'est pas le cas sur Vittel, parce que là, l'ARS a été de meilleure qualité, j'allais dire, les contrôles de l'Agence régionale de santé ont été de meilleure qualité, et eux, ils ont fait les analyses virologiques tout de suite, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas en Occitanie. Et bien là, je peux dire de manière formelle qu'il y a eu ce risque. Mais revenons au plastique, puisque c'est de plastique dont je voulais vous parler. Il y a un autre problème avec Nestlé Waters, c'est que pendant des années et des années, je vois que Benoît Biteau hoche la tête, mais pendant des années et des années, le plastique a été enfoui sous terre, juste au-dessus de l'endroit des lieux de captage. Hein. Ils ne se sont pas embêtés. Alors eux, ils ont mis leurs poubelles sur leurs ressources. Hein. Aucun problème. Ils ont tout enfoui. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous allez sur place, et Benoît, si tu y es allé, tu peux témoigner, il y a des racines d'arbres. Les racines d'arbres, en fait, elles ont en elles des morceaux de bouteilles de Vittel. En fait, on se promène dans la forêt et sort de la terre, comme il pourrait sortir des modes, je sais pas, de l'herbe, des arbustes, etc. Non, là, c'est une partie de bouteille de Vittel ou de bouteille de plastique quelconque qui sort de terre. Donc et d'ailleurs, c'est jugé en ce moment. J'ai encore 5 minutes. Je vais peut-être juste... Pardon. Non, mais on aborde plein de sujets, justement. Hein, ça a été ma vie pendant mais alors, on a abordé mois. Énormément de sujets, c'est super. Donc on a abordé d'abord un peu de la gouvernance de l'eau, le financement de l'eau, un peu de l'agriculture, effectivement, les pollutions et la privatisation. Merci beaucoup pour votre témoignage, c'est vraiment passionnant. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir échanger avec la salle, et si Benoît Biteau ou d'autres, bien sûr, prendre la parole, et on a tout le temps pour ça. J'aurais peut-être juste, avant de vous laisser la parole,
parole à vous, la salle. Peut-être les trois premiers intervenants, si vous vouliez en 2-3 minutes juste réagir sur ce qui a été dit, et puis peut-être revenir sur la question des conflits d'usage et de la garantie d'un accès sain et durable de tous à l'eau. Comment faire en quelques mots, quoi. Évidemment, c'est des questions qui peuvent être débattues très longtemps, mais voilà, pour vous laisser la parole et conclure. Alors moi, tout ce que j'ai entendu, là, ça me donne envie de réagir, sur le mot privatisation. En France, il ne faut quand même pas oublier que la gestion de l'eau, elle reste publique. C'est-à-dire l'État et les collectivités sont en charge de la gestion de l'eau. Donc moi j'entends, en effet, tous les scandales, j'entends, mais moi la question que je me pose, c'est où est l'État, où sont les élus, et où est finalement l'autorité publique, la puissance publique pour justement faire les contrôles nécessaires, appliquer la loi, justement appliquer la réglementation sur les territoires. Donc en effet, et pour plus largement parler des conflits d'usage, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Donc en effet, vous parliez de décider de ce qu'on veut sur notre territoire, de ce qu'on fait de notre eau. Moi, il me semble quand même que c'est ce qu'on fait au niveau des comités de bassin, et c'est ce qu'on fait en déclinaison sur les bassins versants, c'est ce qu'on fait dans les commissions locales de l'eau. Tout le monde n'en est pas doté, en effet. Les commissions locales de l'eau, alors c'est une des mesures du plan eau de 2023, c'est de doter tous les bassins versants de France d'une commission locale de l'eau qui comprend justement l'État, les élus, les usagers économiques et aussi les associations environnementales pour décider et se poser les vraies questions. Aujourd'hui, moi j'ai pas l'impression qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut sur notre territoire comme usage. Parce qu'en effet, vous parlez de Nestlé Water, et j'entends, mais la question donc se pose de est-ce qu'on a le droit de mettre de l'eau en bouteille ou pas? Mais combien d'emplois ça crée? Quel développement économique ça a permis pour les régions? Est-ce que les élus étaient au courant? Enfin, il y a tout ça, et en effet, c'est la question se pose de quel projet, alors en dehors des projets de territoire qu'on connaît nous dans le domaine de l'eau et qui est vraiment propre à l'agriculture, pour moi c'est un vrai mot de quel projet de territoire, qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire, quel usage on considère prioritaire par rapport à d'autres. Il y a des territoires qui sont, je pense par exemple aux Pyrénées-Orientales, qui sont très agricoles mais qui sont aussi très touristiques. Et là, on parle de conflit d'usage. Est-ce que le tourisme passe avant l'agriculture? Est-ce que l'agriculture passe avant le tourisme? Est-ce que ce n'est pas possible de se parler et de décider comment s'aider les uns les autres? Parce que si jamais on veut changer et justement faire vraiment des projets de transition, j'ai bien aimé justement le mot que tu as dit Valérie, de projet de transition en parlant de Sainte-Soline, c'est comment accompagner tous les acteurs économiques dans leur transition. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas comment faire sans justement remettre à mal leur modèle économique, peut-être aussi des plans sociaux, des pertes d'emplois, des pertes de développement pour les communes et les intercommunalités et toutes les collectivités territoriales. C'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que nous, au Cercle français de l'eau, on travaille sur la gouvernance et sur le financement, parce qu'on reste persuadé que si jamais chacun prend ses responsabilités et chacun met la main à la poche, c'est possible de s'entendre pour savoir quel projet mener, sur quoi investir et penser à 20 ou 50 ans, alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser à 6 mois ou 1 an. Voilà pour ma réaction. Merci, effectivement. Je vous laisse la parole, Valérie. Oui, moi la première chose que ça m'inspire, je vais failloter un petit peu parce que je vais citer une phrase extraite d'un rapport du Sénat, pas le vôtre, mais le précédent. Il y a d'excellents rapports parce que le Sénat a souvent aussi une bonne mission d'information en matière de chiffres. Il y avait une phrase qui est marquante, qui reste d'actualité: il faut repolitiser la gestion de l'eau. Et ça, moi, ça me paraît évident. Alors, on va se dire, bah oui, mais elle est déjà politique. Oui, mais peut-être pas à la bonne échelle. À la bonne échelle. Et ça, on en est convaincu. J'irai pas plus loin. Il y a juste une phrase qui m'est venue, encore une fois, en écoutant les témoignages de la première partie, c'était « où atterrir ?» pour faire référence à Bruno Latour. Et à un moment donné, si on ne se projette pas dans un futur qui est désirable pour tous, ben on n'y arrivera pas.
Donc il faut, ce que tu disais, hein, Florence, c'est oui, à un moment donné, quel projet veut-on ? Et effectivement, si c'est simplement maintenir le plus longtemps possible ce que j'ai actuellement, on n'y arrivera pas. Le dérèglement climatique frappe à notre porte, il a frappé cet hiver, il frappe encore là, parce que là maintenant, j'avais un autre journaliste qui m'interviewait, ah oui, alors là, est-ce que c'est exceptionnel ? Bah oui, on n'avait jamais vu ça auparavant, hein. Il y a 3 semaines, les sols bretons étaient spongieux, et maintenant ils sont durs comme du béton. Et on se pose la question des rendements, parce qu'en ce moment, les céréales ont besoin d'eau, elles n'en ont pas. Enfin, voilà, donc, bah oui, bah, si à un moment donné, on ne repense pas la nature comme une solution et comme une alliée, et pas simplement, ça va faire plaisir à mon voisin, comme un facteur de capital, ben, on n'y arrivera pas, quoi. Voilà. Merci. Et pour réagir rapidement, bah déjà, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait dans la mission d'information. Et j'avais aussi vu, il me semble, France Info dire quand il y avait eu cette affaire de contamination, etc., les Nestlé avaient demandé, et c'était passé à travers l'Élysée, à l'administration, de lui donner une dérogation. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, mais le fait que... Et là, moi, je blâme pas l'administration, je blâme davantage le politique, mais que là, il y a une aide à quelques intérêts pose un énorme problème. Et ensuite, sur l'histoire de se projeter, etc., c'est là où je suis peut-être un peu plus radical, mais c'est l'idée qu'il faut changer radicalement de modèle complètement, aller vers la sécurité de l'alimentation, aller vers la démarchandisation d'une partie des activités, parce qu'il ne faut pas se mentir dans le sens où les multinationales, etc., n'ont pas d'intérêt à aller vers une transition écologique ou à partager quoi que ce soit. Ça, il faut en avoir conscience. Et c'est là où il y a une sorte de rapport de force à mettre en place, et où le travail des ONG, des Sœurs de la Terre, est extrêmement précieux. Parce que là, il y a des gens qui seront mécontents. On ne mettra pas tout le monde d'accord gentiment autour de la table. Ces multinationales-là qui se servent de l'exploitation environnementale et sociale au maximum pour dégager du profit, ne vont pas gentiment accepter un débat démocratique autour de qu'est-ce qu'on devrait faire de l'eau, quoi. Et c'est là où une question se pose. Pour moi, il faut accepter une sorte de rapport de force, quoi. Voilà. Et je pense que c'est pas voilà, c'est assez honnête de le dire, qu'on ne peut pas juste dire que ça va bien se passer, qu'il y aura une... D'ailleurs, le mot transition, moi, je ne l'aime pas du tout. Je ne pense pas que ce sera une transition. Et là, je m'appuie plus sur les travaux de Jean-Baptiste Fressoz, qui est un historien de l'environnement, hyper intéressant, si vous voulez le lire, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Sans transition », qui montre que la transition est un concept largement forgé par les industriels et qui laisserait entendre l'idée qu'on passerait gentiment d'une source d'énergie à une autre, etc. Et montre que historiquement, ça n'a aucun sens, qu'à chaque fois, il y a eu une accumulation et non pas une substitution des matières et des énergies, et que la transition est une chimère, quoi. Il faut aller davantage vers une bifurcation, quelque chose de radical. Voilà. Mais c'est peut-être... En tout cas, je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut rappeler ce niveau-là aussi.